tout le monde, je m'appelle Emmanuel Guibert et je suis auteur de bande dessinée. Et je suis ici pour parler de mon travail. La belle affaire. Donc, je suis dans un relatif embarras parce que faudrait beaucoup dire. Et on n'a pas des heures devant nous, si j'ai bien compris. Donc, j'ai envie de prendre peut-être un ou deux exemples précis de ce qui m'est arrivé de faire ces dernières années. Et je trouve qu'à travers un exemple, en règle générale, on perce à jour ce qui meut une personne, pourquoi elle fait les choses, comment elle les fait, etc. Donc, je vais prendre deux exemples, mettons. L'un, c'est celui du récit enfantin, ou disons à destination au premier chef des enfants, et puis l'autre, ce sera celui des récits plutôt pour adultes. Et ayant dit cela, je dois tout de suite avouer que quand je travaille pour les enfants et pour les adultes, j'ai toujours la sensation et l'ambition de travailler pour tout le monde. Donc mon boulot pour enfants est un boulot pour enfants qui tente à chaque instant, à chaque case, si j'ose dire, bulle après bulle, de ne pas oublier le lecteur adulte. L'écriture pour enfants est une école vraiment remarquable pour l'écriture en général. Parce qu'il est recommandé d'être subtil quand on s'adresse aux enfants, d'aborder tous les sujets possibles et imaginables sans aucune restriction, mais il faut le faire avec clarté. On ne peut pas se permettre, je trouve, d'être fumeux, de jargonner comme on le fait volontiers entre adultes, d'être enquiquinant. Il faut aller au but en étant constamment intéressant, si possible drôle, et enfin pourquoi pas, en tout cas moi j'aime bien ça. Et quand je parlais de subtilité, ça consiste à ne rien leur céler de ce qui fait l'intérêt de l'existence, mais à le faire en trouvant toujours les termes nécessaires pour qu'ils comprennent, pour qu'ils participent, pour qu'ils soient embarqués. Alors, je pense que je n'aurais pas fait ce métier sans tôt ou tard m'adresser aux enfants, parce que dès qu'on dit bande dessinée aux gens auxquels on s'adresse, même si on sait que l'histoire de la bande dessinée nous a amené ces dernières années, et depuis d'ailleurs des décennies, assez loin des rivages de l'enfance, il y a toujours, dans le terme lui-même, quelque chose qui de près ou de loin nous ramène à notre enfance, au temps où on en a lu. Par hypothèse, certains continuent à en lire, d'autres ont complètement largué les amarres, mais ils ont tous des souvenirs d'un Tintin ou d'un Astérix qui traînait dans la maison de famille. Et donc c'est en attrapant cette fièvre auprès de ces auteurs-là, de ces albums-là, qu'on décide très petit, avant même de savoir qu'on se lance dans une profession, de les imiter en les copiant, en racontant les histoires familiales via des petites bandes dessinées qu'on crée soi-même, en faisant sortir des bulles de la bouche des personnages, où on écrit du charabia parce qu'on ne sait encore même pas écrire. Mais tout ça, c'est l'origine du boulot. Vient un temps dans l'existence où on a envie non seulement de satisfaire sa propre fibre enfantine, l'enfant qu'on a été et qui a tant aimé la bande dessinée, et puis les enfants d'aujourd'hui à qui on aimerait offrir en fait le trésor qu'on a reçu soi-même quand on avait leur âge. Et s'inscrire donc dans cette espèce de chaîne, sachant que c'est nous maintenant, c'est notre tour, on est là. Il faut qu'on continue ce qu'ont commencé nos glorieux ancêtres. Donc je me suis mis à faire de la bande dessinée pour enfants, entraîné par un copain frangin qui s'appelle Johan Sfar. Et on partageait le même atelier à l'époque. Et Johan m'a dit un jour, enfin plutôt, je l'ai entendu passer un coup de fil à un tiers camarade en lui disant j'ai des envies de série enfantine, j'ai une petite galerie de personnages, mais j'ai pas envie de l'animer moi-même, j'ai pas envie de décrire moi-même, j'ai juste envie de dessiner sur ce coup-là. Est-ce que tu accepterais de regarder ces petits personnages et de voir si ça t'inspire pas quelque chose? Et ce copain l'a renvoyé au plot, lui a dit non, j'ai pas le temps. Donc Johan a raccroché un peu déçu, j'aime pas voir mes copains déçus, donc je lui ai dit, je me suis entendu lui dire, fais voir. Voyons si moi je ne peux pas faire ce que cet ami vient de te refuser. Et il m'a expliqué ça en 2 temps 3 mouvements, et ça m'a tenté.
Et je me suis lancé. J'ai écrit le premier scénario de cette série qui s'appelle Sardines de l'espace, main dans la main avec lui parce que je me sentais encore novice. Mais dès le second, j'ai volé de mes propres ailes. Et ça a été une collaboration au long cours. Et puis ensuite, j'ai assuré la paternité de cette série tout seul, avant d'en passer le témoin pour ce qui est du dessin et parfois du scénario aussi à notre copain Mathieu Sapin. Et donc pendant un certain temps, avant que de créer une seconde série enfantine qui s'appelle Ariole, j'ai pratiqué mensuellement la lettre aux enfants. Cet exercice qui consiste régulièrement à se dire des enfants entrent chez moi, c'est comme ça que j'imagine les choses, moi. J'ai un auditoire et il va falloir que je les intéresse, que je les amuse, que je les captive avec des choses qui émanent de mon expérience de quinquagénaire ou de quadragénaire quand j'ai commencé, la plus authentique et la plus complète possible. C'est-à-dire que je trouve que l'adulte qui s'adresse aux enfants ne doit pas le faire en bêtifiant, en prenant une voix de fausset, en faisant « gna gna gna, il était une fois ». Mais il doit parler depuis l'endroit où il est, avec toute l'expérience accumulée dans l'ordre de la vie. Et dans ce patrimoine d'expérience, il doit petit à petit choisir, mois après mois, puisque mon rythme est mensuel, des pépites, si tout va bien, des choses qui portent du sens, qui portent de la saveur, et les monter en bague, de manière à ce qu'elles puissent circuler. Et c'est très intéressant et très stimulant à faire parce que on a la pétoche, on ne sait jamais où on va. Contrairement à ce que recommandent les écoles scénaristiques hollywoodiennes en particulier, qui vous disent qu'il faut toujours connaître la fin d'une histoire avant de se lancer, parce que ça permet de tricoter ensuite un chemin logique et régulièrement ponctué d'événements qui mènent à cette fin. Moi, je préfère, un peu comme dans la vie, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la minute qui suit, avancer pas à pas en essayant de tenir solidement les rênes de ce que j'écris. Donc, chaque mois, je me gratte un peu l'occiput, je me mets en condition. J'ai dit que je faisais entrer chez moi les enfants qui constituent mon auditoire, en quelque sorte, mais je fais aussi entrer chez moi, évidemment, les personnages. Et je leur demande, en fonction de tout ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils veulent vivre ce mois-ci. J'ai à garde, en quelque sorte, des enfants qui viennent me voir et à qui je dis « à quoi vous voulez jouer ?» Alors quand je dis enfants, les univers enfantins que je développe sont farcis de toutes les générations. Il y a les parents, les grands-parents. Dans Sardines, il y a même des monstres à tentacules et à écailles. Donc c'est tout à la fois une comédie humaine et un bestiaire infini. Et il s'agit avec tout ça de raconter quelque chose qui satisfasse mon désir que ce que je dis aux enfants pèse son poids, de vérité, disons, que ce ne soit pas du pipeau que je leur joue pour leur raconter que la vie serait, je ne sais pas, quelque chose de fluctuant, qui volerait comme ça, de ci, de là. Non, je veux des épisodes qui pèsent leur poids d'expérience. Mais à partir de ça, à partir de l'expérience en question, tout m'est permis, tout m'est autorisé pour la décrire et la servir le mieux possible. Ça, c'est mon job pour les enfants. Ça peut me mener loin, puisque depuis quelque temps, je suis même monté sur une scène avec une guitare, et je fais des petits disques, il y en a un qui va sortir dans quelques semaines, pour aller chanter des chansons aux enfants. Pourquoi ? Parce que je voulais vérifier, en dernière instance, si ce que je fais dans le secret de mon cabinet, tous les mois, en racontant mes petites histoires, je peux le faire aussi devant les enfants, en recueillant en direct leurs réactions. Et je l'ai fait aussi avec quelqu'un que vous avez reçu dans cette même émission il y a quelque temps, qui s'appelle Christine Géricault,
et qui est une dame qui, pendant de nombreuses années, a été enseignante en arts plastiques dans un hôpital, l'hôpital Gustave-Roussy. Et j'ai, comme elle, pendant un certain temps, écumé les hôpitaux en tant que visiteur d'enfants hospitalisés. Ça répondait au même désir d'aller voir des enfants, peut-être des enfants encore plus réputés, avoir besoin qu'on leur raconte des histoires et besoin d'en rire, pour voir si ce que je faisais tout seul chez moi, j'étais capable de le faire devant eux et d'en recueillir un résultat. Alors, parlons maintenant des histoires pour les grandes personnes, sachant que, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, j'introduis ici des différenciations qui, pour moi, n'ont pas grand sens. Il se trouve que j'ai nombre de grandes personnes qui lisent mes histoires pour les enfants, ne serait-ce que parce qu'elles sont parents et qu'elles lisent l'histoire à l'enfant qui est assis sur leurs genoux. Mais quand j'écris pour les grandes personnes, je ne fais pas en règle générale des histoires qui soient illisibles par les enfants, et j'ai souvent l'heureuse surprise de voir que des enfants les lisent. Alors là, il m'est arrivé de travailler à des œuvres de fiction, mais enfin globalement, je vais plutôt envisager ici mon travail de biographe. Parce que j'utilise la bande dessinée pour raconter des vies d'amis. C'est-à-dire que je ne fais pas des biographies de personnages célèbres, je ne fais pas de biographies de personnages du passé que je n'ai pas rencontrés. Je fais systématiquement et uniquement des biographies de gens qui me sont proches, avec lesquels, que j'ai rencontrés non pas dans l'idée de faire une biographie, mais qui étaient déjà des amis depuis un certain temps, et avec lesquels, naturellement, m'est venue ou nous est venue l'idée de faire conjointement un livre. Donc ce qui préexiste toujours à ces aventures-là, c'est un sentiment tendre pour une personne. Et je peux citer 2 ou 3 exemples. L'un d'entre eux, donc, c'est un ami qui était un Américain. Il avait 70 ans quand je l'ai connu, j'en avais 30 à l'époque. Et je lui ai demandé mon chemin dans la rue et on est devenus les meilleurs copains de la Terre. Et on a eu 5 ans pour être amis. À l'issue de ces 5 ans, il a cassé sa pipe. Et pendant ces 5 ans, nous, comme il disait lui-même, nous n'avons pas jeté nos heures parce que je l'ai abondamment enregistré à telle enseigne qu'aujourd'hui, je peux encore, grâce à toutes ces cassettes empilées, tirer de nouveaux volumes de tout ce qu'il m'a laissé. Un autre ami était un reporter photographe qui a, dans les années 80, accompagné une mission de Médecins sans frontières dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques pour la documenter. Et nous avons fait un album qui s'appelle Le Photographe, au terme duquel on assiste à cette mission, en fait, en recréant le journal, en quelque sorte, au jour le jour, grâce à un mélange de mes dessins et de ces photographies. Les dessins étant là pour amener le lecteur au seuil de chaque photo dans un état de compréhension idéale de ce qui s'y passe. Mais s'il nous reste un peu de temps, je vais peut-être m'arrêter sur un épisode un peu moins connu, parce qu'il va me permettre de renouer avec ce que je viens de dire sur la visite d'enfants hospitalisés. C'est une histoire qui commence il y a une dizaine d'années dans un autre hôpital parisien qui s'appelle l'hôpital Necker et qui est précisément l'hôpital des enfants malades. J'étais donc visiteur et j'étais affecté à une unité de néphrologie. J'allais donc voir des enfants qu'on dit dialysés, c'est-à-dire qui, plusieurs fois par semaine, doivent se brancher à un rein artificiel qui ressemble à une sorte de machine à laver. C'est d'ailleurs son rôle. Elle lave le sang en accomplissant le travail que le rein, absent ou déficient, ne veut pas remplir. Et bon, j'avais mes habitudes, j'y allais toutes les semaines dans cette salle, donc la plupart des enfants, je les connaissais, mais de temps en temps, il y avait des enfants nouveaux. Il y avait du passage. Et un jour, j'entre dans cette salle et je vois, au fond à droite de la salle, une petite fille d'apparence très farouche, qui me fusille un peu du regard au moment où j'entre. Et je vais me présenter à elle, en lui sortant le petit laïus que je sortais d'ordinaire aux enfants, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, je m'appelle Emmanuel Guibert, je suis auteur de bande dessinée, je viens ici pour voir les enfants toutes les semaines. Avec moi, on peut dessiner, regarder un film, parler, se tenir la main, ne rien dire. Ou alors rien de tout ça, si tu n'as pas envie de me voir, tu me fais un petit signe bien compréhensible et je passerai mon chemin sans t'embêter. Et cette petite fille me dit « Écoutez, monsieur, il faut que vous sachiez une chose, c'est que je suis ici à la suite d'une erreur médicale
Et la seule raison que j'ai de vouloir m'en tirer, c'est d'avoir la peau des gens qui m'ont fait ça. Donc je ne m'attendais pas évidemment à une entrée en matière comme celle-là, qui, je dois dire, m'a laissé un peu tremblant du genou. Je lui ai demandé l'autorisation de m'asseoir, elle me l'a donnée. Et je lui ai dit ce qui me passait par la tête, parce qu'il fallait bien répondre quelque chose. Donc je lui ai dit, tu m'as l'air très en colère. Un peu de colère, c'est toujours nécessaire pour se tirer des mauvaises situations où l'existence nous met. Avec trop de colère, on obtient parfois l'effet inverse de celui qu'on recherche. Tu dis que tu veux avoir la peau de gens qui t'ont fait du mal, mais comme tu es fragile en ce moment visiblement, si tu les détestes à ce point, c'est plutôt ta peau que tu risques d'avoir dans l'affaire, que tu risques de laisser. Et tout en disant ça, je pensais intérieurement, elle va me dire, cher monsieur, votre discours de curé est très intéressant, mais voici la porte, utilisez-la. Et en fait, elle a rien dit. Donc je me suis levé et je lui ai dit, ben, je reviendrai la semaine prochaine. Et j'ai passé une semaine à pétocher, à l'idée de revoir cette jeune fille, avec laquelle le premier contact avait été d'une telle intensité. Et comme toujours, quand j'ai la pétoche, je vais m'acheter un gris-gris dans une boutique, en l'occurrence un petit carnet, parce que je me suis dit, bah, cette petite fille, vu la façon dont elle s'exprime, elle devrait pouvoir écrire. Et à ce carnet, j'ai adjoint un joli stylo. Et je suis arrivé la semaine suivante en me planquant derrière, dans l'attente à nouveau d'une confrontation peut-être aussi redoutable que la première. Et elle m'attendait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et elle m'a dit, monsieur, je ne savais pas que vous étiez connu. Alors, je ne suis pas connu, elle me dit, si vous êtes connu, vous faites des livres. Ah oui, je fais des livres. Elle me dit, moi je suis réunionnaise. Et il y a 3 ans, dans mon école primaire, l'institutrice a demandé aux élèves de bien pouvoir choisir dans la petite bibliothèque un livre et de le commenter. Tous les élèves étaient passés avant moi, il n'y avait plus de bouquins dans la bibliothèque sauf un, et c'était un livre de vous. Étonnant. Un livre sur la Normandie, donc on était loin géographiquement de la Réunion, plutôt pour les grandes personnes, donc c'était très étrange qu'il soit là, mais enfin le fait est qu'il y était. Elle me dit, je ne l'ai pas ouvert, d'ailleurs ça ne m'intéressait pas du tout, mais la couverture était marrante, il y avait une grosse dame qui rentrait dans l'eau, j'ai commenté ça, j'ai eu une bonne note. Donc nous voilà de plein pied, on n'avait plus à se présenter l'un l'autre. Et de ce jour est née entre nous une amitié très étroite. Et comme nous sommes limités par le temps, je dirais juste que, après beaucoup de péripéties médicales, cette jeune fille avait subi une greffe cardiaque, elle était en attente d'une greffe rénale. Le petit carnet que je lui avais offert est devenu un manuscrit de 450 pages qu'elle a écrit entre l'âge de 13 et 17 ans, entre les âges de 13 et 17 ans. Et évidemment, le manuscrit a débordé le petit carnet, elle est passée ensuite à l'informatique. Elle était d'ailleurs rentrée à La Réunion et je recevais presque quotidiennement mon lot de chapitres nouveaux. Et la qualité de ce manuscrit était telle que, quand elle a dépassé grosso modo la moitié chronologique de ce qu'elle avait à écrire, je lui ai dit « Je me fais fort de le faire publier ». Et je suis allé voir Laurent Beccaria aux éditions des Arènes, avec le manuscrit quand il a été à peu près complet. Je le lui ai fait lire et il a instantanément accepté de le publier. Donc là, je choisis un exemple où, volontairement, je n'ai pas d'autre rôle que celui de catalyseur et d'éditeur, disons, du livre en question, puisque cette toute jeune fille, je l'ai dit, elle avait 12 ans quand je l'ai connue, et entre 13 et 17 ans quand elle a écrit son livre, avait eu une scolarité un peu en 1000 morceaux, donc c'était un écrivain étincelant, mais il fallait faire quelques aménagements d'orthographe et de syntaxe pour que le livre soit parfaitement lisible. Et c'est un travail que j'ai fait très volontiers, qu'on appelait, elle et moi, pour rigoler, la chirurgie de confort, et qui a contribué à nous lier toujours plus. Et ce livre est paru, il est remarquable, il s'appelle « Né sous les étoiles », né au féminin, puisqu'il s'agit d'elle. Et cette jeune femme, puisqu'elle a aujourd'hui 24 ans, s'appelle Nathanaëlle Arginthe, A-R-G-I-N-T-H-E. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Derrière toutes ces histoires, celle de mon copain américain, celle de mon copain photographe, celle de cette délicieuse amie réunionnaise, il y a un préalable qui est un coup de foudre, en fait, qui est un moment où une mise à feu très forte est donnée dans l'existence par
le croisement avec quelqu'un selon mon cœur. Quelqu'un où je me dis, oh, cette personne, chapeau. J'aime sa façon de s'exprimer, j'aime sa façon de se tenir. Elle me donne assez rapidement de bonnes raisons de l'admirer. Et donc, j'ai tous les ingrédients nécessaires, d'une part pour l'aimer, et ensuite pour collaborer avec elle. Alors, la collaboration avec quelqu'un, c'est intéressant du point de vue du travail, c'est que c'est une épreuve qu'on se propose l'un à l'autre et qui permet de jauger, je trouve, avec beaucoup d'exactitude, notre degré de complicité, la confiance qu'on peut s'accorder l'un à l'autre. Parce qu'évidemment, si vous dites à quelqu'un « rendez-vous demain », on est très amis, on s'aime beaucoup, on va construire une maison, on y vivra ensemble. Rendez-vous demain avec les parpaings et le ciment et on s'y met. Si la personne n'est pas là le lendemain, ou si elle nous plante au bout de 2 jours, pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent et qui sont certainement très bonnes, le fait est qu'on n'ira pas au bout de la maison. Ou alors on ira seul et on y vivra seul. Donc pour que l'aventure se développe jusqu'au bout, il faut vraiment qu'on soit voués l'un à l'autre. Il faut vraiment que la rencontre en question donne lieu, c'est pas la peine de chercher un autre mot que celui-là, il est beau, il existe, à l'amitié, c'est-à-dire vraiment à la valorisation des moments qu'on passe ensemble, au désir d'être ensemble. Tous ces gens dont j'ai parlé là, c'est des gens, j'étais content quand je savais qu'ils allaient venir, j'étais content quand j'allais vers eux, j'étais content avant, pendant, après. Une fois qu'on a constaté la force de cet attachement pour l'un ou l'autre ami, et qu'on est tombé d'accord sur l'idée de faire quelque chose ensemble, là commence en effet le travail proprement dit, c'est-à-dire le moment où on se retrouve face à un établi avec un certain nombre d'outils dessus et tous ces sentiments, tout ce savoir, parce que ces belles amitiés aussi sont chargées d'un échange, je ne sais pas comment l'appeler, de culture générale, qui fait qu'on se meuble l'un l'autre de ce que chacun sait. Toutes ces choses doivent à un moment, pour bien circuler, trouver un bon véhicule. Et ça, c'est le boulot de l'auteur qui, à un moment, bien sûr, doit s'attabler et créer une popote, une cuisine qui permette que le plat soit mangeable et, si possible, nourrissant. Donc, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que certains de ces bouquins, clairement, m'ont pris 3 ans, 5 ans. Alan, il y a une vingtaine d'années que j'ai commencé, et même plus maintenant, que j'ai commencé à travailler avec lui ou à son propos. Je dis avec lui parce que j'ai toujours l'impression de travailler avec lui alors qu'il n'est plus là depuis longtemps. Mais donc, en effet, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments de doute, de baisse de régime? Alors, ces moments, il faut savoir qu'ils existent, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont tout à fait dépendants de notre psyché, de notre santé, et que, comme l'une et l'autre ne sont pas toujours au top niveau, tout ce qui nous entoure, évidemment, en pâtit, et par moments, notre travail perd en intensité. Bon. Alors, d'où l'intérêt de développer des stratégies par rapport à ça. D'abord, d'être capable d'une certaine jonglerie, de se rendre compte qu'on a... Je trouve que tant qu'on n'a pas bossé, on ne se rend pas compte de la largeur de nos épaules et de la capacité qu'on a d'y poser des choses. Mais dès lors qu'on met régulièrement la main à la pâte, on voit ce qu'on peut porter. Et on est souvent surpris par le fait qu'on peut porter pas mal. Plus que ce qu'on penserait in abstracto. Et par ailleurs, on peut porter des choses très différentes. Et je pense qu'on y a intérêt, enfin si votre tempérament vous y porte, parce que ça permet de faire une espèce de pyrolyse régulière de votre cerveau, en déplaçant ce qu'il y a sur la table et en le remplaçant par un élément qui vous maintient dans votre sphère, mais d'une manière complètement différente. Alors, c'est pas mal si c'est des outils différents au point d'être un jour un crayon, le lendemain une guitare, le surlendemain une poire pour faire je ne sais quel dessert, etc. Enfin, on a tous les droits
dès lors qu'on prétend, je sais pas, s'épanouir dans des modes d'expression quels qu'ils soient, il ne faut rien se refuser, ce serait dommage. Et je trouve que en passant de l'un à l'autre, on a comme ça une possibilité d'aération qui nous permet de revenir régulièrement à une œuvre peut-être plus constante et plus vertébrale, en s'étant nettoyé l'esprit et en ayant du coup la lucidité qui nous permet de voir classiquement les défauts de ce qu'on a fait et de les corriger un peu, et puis d'avoir la fraîcheur nécessaire pour repartir. Donc ça, c'est une première stratégie. La seconde, c'est que si par exemple on bosse avec des amis, ce que je conseille, dès lors que, encore une fois, ces amis nous ont donné les gages nécessaires pour un travail sur le long terme, c'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'on peut quand même s'épauler. À partir du moment où on a percé un peu à jour la façon dont l'autre se comporte, ce dont il a besoin pour être assuré de ses moyens, pour se sentir bien, on le lui donne et on y a tout intérêt puisqu'on travaille avec sa substance aussi. Donc il faut qu'il soit bien. Et lui, si tout va bien, s'il n'est pas bouché, il a compris la même chose. Il voit bien qu'il est redevable aussi de notre propre travail. Et donc il a intérêt lui aussi à nous caresser dans le sens du poil, à nous reverser un fond de bière dans le verre et à faire en sorte qu'on se sente bien. Donc je trouve que sur ce plan, la collaboration est quelque chose évidemment de très nécessaire et de tout à fait favorable à des travaux de longue haleine, dès lors que cette collaboration est assise sur une vraie complicité. Je fais de la bande dessinée, j'écris pour d'autres, d'autres écrivent pour moi, et j'écris pour moi-même. Donc ça donne déjà 3 possibilités d'évolution dans ce métier. Je peux faire les choses tout seul, et puis je peux les faire en cheville. Plus ça va, plus je les fais en cheville. Mais il est évident que dès lors qu'on écrit et qu'on dessine, par exemple, on pratique 2 modes d'expression qui, depuis la nuit des temps, sont liés, depuis les Égyptiens, depuis les Chinois de la plus vieille antiquité. Je parle des Chinois à dessin parce qu'on a une tradition de la bande dessinée pluriséculaire qui a beaucoup à voir avec la tradition chinoise, et c'est très intéressant de les confronter. Mais on peut avoir évidemment envie de pratiquer ces modes d'expression de manière détachée, indépendante. Donc je peins et je dessine très volontiers sans aucune préoccupation de raconter, juste pour le plaisir, par exemple, de faire du dessin d'observation ou de la peinture sur le motif. Ça, c'est un alibi pour regarder autour de soi. Et puis, on peut aussi avoir envie d'écrire plus que la bande dessinée n'y autorise. Parce que ce serait dommage de farcir une bande dessinée d'un texte qui serait un pis-aller de romans ou de récits que par ailleurs on n'aurait pas pu caser chez des éditeurs de littérature traditionnelle. Donc écrire sans dessiner, se mettre une main dans le dos, se refuser le concours de ce qu'on utilise d'ordinaire pour développer une faculté qu'on a mais qu'on n'a pas poussée à bout, c'est très intéressant aussi. Donc ce sont des combinatoires tellement infinis en fait que ce serait d'autant plus dommage de s'en priver qu'elles remplissent allègrement toute l'existence et il n'y aura pas assez d'une pour essayer tout ce qu'elles nous proposent. Ce qui fait que depuis toujours, mais enfin évidemment, j'essaye avec de plus en plus de liberté à mesure que je sens nécessairement mes moyens un peu se racornir puisque j'avance en âge. J'essaye toujours plus de me proposer des trucs que je n'ai pas faits, mais qui vont dans le sens de ce que j'aime depuis toujours.